Pierre-Louis Basse, Christophe Maréchal, bonjour. Salut. Bonjour. Vous êtes les fondateurs de l'association À l'air libre. Ernest Pignon-Ernest à Bernay, en Normandie, c'est l'événement de l'été 2022. Un événement qui suscite déjà la curiosité autour de cette œuvre troublante. On va parler de ça. Ernest Pignon-Ernest d'abord. On a l'impression, Pierre-Louis Basse, que c'est un rêve qui se réalise pour vous et pour lui. Un rêve, bon, Christophe, on se connaît quand même depuis maintenant 45 piges. Alors, il m'a suivi, on ne s'est jamais perdu de vue, et il a vu aussi, lui, de son côté, comment je travaillais à la radio. Donc on n'est jamais très loin de ce qu'on sait faire. Donc le rêve, oui, mais surtout l'idée que on est quand même un drôle de pays toujours jacobin. C'est-à-dire que aux grandes mégapoles, elles les ont, les grands théâtres, les grandes réalisations, les grandes expositions. Ici, il se fait de belles choses, c'est pas la question, mais on est aujourd'hui sur le projet qu'on a avec Christophe. Ici, ville moyenne, entre 10 000 et 11 000 habitants, ça varie. Le plus beau, le plus reconnu, c'est rare. Donc, il y a ça aussi dans notre idée, c'est de donner le plus beau. En effet, Ernest Pignon-Ernest est un homme qui maintenant, depuis 55 ou 60 ans, écume le monde entier, et de ses installations, de ses performances images, et de son dessin, qui est d'un classicisme reconnu. Et donc, pour le plus grand nombre, en l'occurrence Bernay, une ville de province, magnifique, un écrin, un bijou, mais pas forcément habitué à recevoir. Donc dans votre question, j'ai envie de dire que votre question, elle est, bon, elle est juste, mais elle est presque perverse, parce que un rêve, mais et pourquoi justement ceux et celles qui sont à Bernay ne rêveraient pas, parce que c'est ça notre rêve. Si, je parle sous le contrôle de Christophe, mais s'il y a bien un rêve, c'est celui-ci. Moi, Ernest Pignon-Ernest, écoutez, on a fait des entretiens à la radio, à la télévision pendant des années, on le connaît, on est allé à son atelier plusieurs fois, on est toujours admiratif quand on va le voir. Des hommes comme Aznavour venaient quasi en vénération à son atelier, Jean Ferrat, tant d'autres, Gérard Mordillat. Donc le rêve, il est là. Le rêve, c'est le plus beau pour le plus grand nombre. Voilà, si on a un rêve en commun. Je reste quand même sur cette histoire de rêve, parce que l'année prochaine, Ernest Pignon-Ernest fête ses 80 ans. On est sur une forme, je ne veux pas dire d'aboutissement, mais en tout cas de parachèvement avec cette installation à Bernay. Pour Ernest Pignon-Ernest, qu'est-ce que ça signifie? On lui posera la question, mais... Bon, Ernest est un homme qui... c'est un homme d'amitié et de rencontre avec les autres. Vous savez, vous ne dépliez pas une échelle la nuit dans toutes les grandes capitales du monde sans avoir eu l'envie de partager avec les autres. Il y a encore quelques semaines, il était sur les quais de Seine pour les commémorations du 17 octobre 61, quand Papon et M. Frey ont mis à la scène 300 ou 400 ou 500 maghrébins. Eh bien, il était là, avec des amis, à coller sa dernière affiche. C'est ça, Ernest Pignon-Ernest. Donc, c'est un homme de partage, d'exigence. Voilà, c'est ce qui prolonge ce projet. Alors, justement, cette histoire d'amitié, enfin, je reste encore avec vous, Pierre-Louis Basse, cette amitié avec Ernest Pignon-Ernest, c'est une histoire de 30 ans de cheminement, ouais, autour d'une œuvre engagée. C'est pas une œuvre purement picturale, c'est une œuvre engagée. Et je trouve que ça dit beaucoup de votre rapport à l'art, Pierre-Louis Basse, cet art qui un jour vous a sauvé. Écoutez, en tout cas pour ce qui est d'Ernest Pignon-Ernest, parce que la révélation pour lui, du point de vue artistique, c'est la bombe atomique. Il devient un artiste, parler d'artiste engagé, lui il préfère l'expression chrétien sociale, c'est l'éclair d'Hiroshima et Nagasaki. C'est cette trace sur le mur, la trace humaine d'une échelle et d'un homme qui disparaissent dans l'éclair atomique. Ça marque son engagement, d'où la volonté de faire remonter sur les murs même la mémoire d'un pays. Moi, me concernant, oui, bien sûr, vous faites allusion au roman Rien n'est perdu. C'est vrai que le petit garçon est remis dans une forme de droit chemin par l'art, par la découverte qui donne un sens. Il est certain qu'avec Ernest, mais vous savez, on en parlera
Christophe, il n'y a pas que la vie artistique, il y a aussi le sport. C'est quelqu'un qui montait le Mont Ventoux en vélo jusqu'en 2012, à 70 ans. Donc vous voyez, tout ça est multiple. Mais c'est vrai que quand on s'est trouvé, Christophe dans l'abbatiale à plusieurs reprises, lui avant moi, puisqu'il est ancien à Bernay, moi la première fois à l'abbatiale, je me suis dit, ça, c'est un lieu pour Ernest. Ça paraît, parce qu'il y a la beauté, il y a l'espace, le dépouillement, la lumière, laquelle d'ailleurs est combattue par les extases, ça on en parlera, mais il y a un lieu là qui lui plaira. Et voilà ce qu'on peut dire. Ernest Pignon-Ernest, c'est quand même un artiste mondialement connu. Un des précurseurs du street art qui, depuis les années 60, investit les villes. De Paris à Naples, d'Alger à Ramallah, de Santiago à Soweto, en apposant ses images sur les murs dans des œuvres éphémères, souvent à l'extérieur, dans la rue. Ici, à Bernay, c'est à l'intérieur d'un écrin de l'abbatiale que cela va se jouer. Est-ce que c'est paradoxal, Christophe Maréchal? Eh bien non, figurez-vous, parce que Ernest Pignon-Ernest n'est pas seulement l'artiste inventeur ou un des précurseurs du street art, c'est aussi avant tout un plasticien profond. Et ce plasticien profond, il est allé coller des œuvres sur les murs de Naples, et il a été complètement envoûté par la ville de Naples, qui est une ville où les gens ont une foi populaire, et il y a une religiosité dans la ville qui est prégnante. Il a été pris par cette religiosité, au point de rester longtemps dans la ville, et il a rencontré en même temps les œuvres des mystiques chrétiennes. Il a commencé à creuser la question d'où vient cette popularité pour les mystiques chrétiennes, pour simplement la foi aussi, et lui qui se définissait comme athée, a été pris par ce souffle, vous comprenez? Et ce souffle qui rencontre une esthétique, parce que vous avez aussi les images de Thérèse d'Avila, hein, les portraits de Thérèse d'Avila par Le Bernin, qui sont spectaculaires, et c'est à la fois un mouvement artistique vers l'expression artistique de la chrétienté de la Renaissance, et en même temps, ce mouvement, vers cela aussi. Donc, et je vous rappellerai simplement que quand on parle d'athéisme, j'en dis je suis athée. Athée, ça veut dire athéisme, ça veut dire coupé de Dieu. Ça veut dire séparé de Dieu, exactement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Ça veut dire que vous avez une séparation entre vous et Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Pierre-Louis, voilà. Vous voyez un paradoxe? C'est très juste. J'ajoute, si vous voulez, que Ernest, d'une certaine manière, serait un artiste à l'aise en pleine Renaissance. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a Naples, bien sûr, Christophe a raison, c'est fondamental, Naples, pour les extases et pour Ernest. C'est une ville à mille feuilles de relation à la mort, une ville en proximité de tellurique, avec bien sûr les risques qui existent en permanence, il est révélé par les grands textes, mais en même temps, Ernest, il est comme le Raphaël ou le Michel-Ange de la Renaissance qui dit « Moi, je vois un monsieur passer dans la rue, comme ça, il a l'air moche, il a l'air rien du tout, mais je le prends et j'en fais un dessin fabuleux. » Vous voyez, le rapport intérieur-extérieur. C'est un homme des rues, Ernest. C'est un homme monde. Vous voyez, c'est en cela que Christophe a tout à fait raison. Il y a le rapport au texte, à la chrétienté, à l'envoûtement. Christophe a employé le terme d'envoûtement, c'est ça. Ravissement. Les extases, c'est ça. Il est ravi, d'une certaine manière. C'est à Naples qu'il s'en rend compte. Et d'ailleurs, une anecdote qui est très belle. Il découvre dans une venelle de Naples, il découvre deux femmes qui le fascinent en 90, où il fait un travail sur Naples. Il les regarde, une femme vend des serpillères, une autre des allumettes ou des marques de loto. Et il fait ce fameux dessin de la Vierge, Marie-Madeleine, venue du Caravage. Et il revient, qui sort littéralement du mur. Et il revient quelques années plus tard, l'une des deux, Loretta, est disparue, est décédée. Et alors que le dessin est toujours là. C'est fascinant. Il donne le dessin à la ville. Et vous savez, ces dessins sont protégés par les uns et les autres. Donc, en effet, Christophe a raison. L'athéisme, c'est pas paradoxal. C'est mystérieux et ça appartient à chacun.
Alors justement, vous parlez de cet homme des rues, proche des milieux populaires. Pierre Lubas, vous avez été conseiller de François Hollande aux grands événements. J'ai envie de dire que vous avez amené l'homme des rues aux ors de la République. Mais je veux dire, finalement, quand vous avez évoqué en 2015 le nom d'Ernest Pignon-Ernest à François Hollande pour établir les portraits de Jean Zay, Pierre Brossolette, Geneviève Antonius de Gaulle et Germaine Tillon lors de leur panthéonisation, est-ce que François Hollande connaissait Ernest Pignon-Ernest? Très bien. Il connaissait très bien Ernest Pignon-Ernest et il se connaissait personnellement. Après, il y a eu une rencontre avec JR. Oui, il le connaissait très bien et ça a été immédiat. À l'Élysée, à l'époque, la proposition, ça a été oui tout de suite. Peut-être parce que, on pourrait en parler là, peut-être parce qu'il y avait déjà une forme de nouveau respect à l'égard du classicisme, parce que Ernest est un artiste classique, sans doute l'un des plus grands dessinateurs vivants aujourd'hui. Et voilà, que l'État fasse entrer dans un temple laïque, en l'occurrence le Panthéon, ces quatre visages, issus à la fois de la Résistance, eh bien, que ce soit Ernest Pignon-Ernest et son dessin classique, oui, c'était comme naturel, et je me souviens, ça a été très émouvant parce qu'il a mis des mois et des mois à travailler sur Germaine Tillon, il a failli abandonner à plusieurs reprises, je l'ai encouragé, il y a 40-50 études qui témoignent de ce travail, et puis en définitive, c'est François Hollande qui a découvert les dessins définitifs à La Ruche, qui est un endroit extraordinaire, j'invite tous ceux qui nous regardent à aller voir, visiter cet endroit qui a été créé par les juifs russes, fuyant les pogroms, Chagall, Soutine, au début du siècle dernier. Et c'est là que François Hollande, et il n'y a que deux présidents qui sont allés à La Ruche. Tout d'abord François Mitterrand, il marchait beaucoup dans Paris, et dans le 15e, et puis François Hollande qui a découvert les dessins d'Ernest Pignon-Ernest. Et c'était j'ai trouvé un bel aboutissement. Alors, dans un livre précédent, vous évoquiez avec humour une visite du président dans l'atelier d'Ernest Pignon-Ernest. Je crois qu'il y a un escalier un petit peu compliqué. Je veux dire, vous décrivez une forme de magie autour de cette visite. Christophe pourrait en dire un mot, parce que je l'ai emmené, on est allé ensemble l'hiver dernier. J'aimerais bien qu'il me dise maintenant ce qu'il en pense, lui, avec le recul. Moi, je suis toujours très ému, mais bon... Parce qu'il n'y a pas que les dessins, Christophe, il y a une présence. Alors, Ernest Pignon-Ernest, c'est un artiste, mais comme je le disais, ce qui s'est passé à Naples, c'est pas un hasard, c'est un artiste qui dégage quelque chose. Quoi. Quelqu'un qui a vraiment... c'est pas seulement quelqu'un qui fait des dessins, il y a autre chose. C'est pas un hasard s'il le met sur les murs. S'il le met sur les murs, c'est, comme on dit dans le livre, là, face au mur, c'est-à-dire qu'il travaille sur la ville, il travaille pas sur une œuvre purement picturale qui est sur un mur individuel avec son ego et l'œuvre. Il travaille dans la société. S'il les met sur les murs, c'est pour intervenir sur la société. Pour sortir des murs. Je dessine pas politiquement. Voilà. Je fais politiquement du dessin. Voilà. Il nous interpelle. Voilà. Il nous interpelle. Ouais. C'est une interpellation. C'est effectivement un artiste assez unique. Et c'est pas un artiste, alors je sais pas, vous le connaissez bien mieux que moi, mais qui est dans la spontanéité immédiate, c'est-à-dire il étudie un lieu avant de faire son œuvre, il fait de très nombreuses recherches. Comment, enfin, vous qui l'avez approché, cette genèse entre le lieu, les recherches et puis la réalisation de l'œuvre? Il faut qu'il soit inspiré. C'est très important pour lui. Son dernier gros travail d'installation est à Haïti, où il ne peut plus aller pour des raisons de dangerosité extrême. Et il a réalisé une exposition qui est absolument extraordinaire actuellement sur Haïti. Et il travaille sur, par exemple, ce poète Stéphane Félix, qui a été assassiné au même moment que Lumumba en 60-61, qui est un poète de langue. Et alors là, oui, vous avez raison de souligner, il travaille, mais là par exemple, sur Haïti, il m'a parlé pendant 1 heure de toutes les religions qui se retrouvent à Haïti, et il continue à réaliser des installations dans Port-au-Prince, autour de ce poète. Et il a fait un travail de recherche avec Lionel Trouillot, l'écrivain haïtien, avec Daniela Ferrière. Enfin, en effet, il s'empare s'il s'empare d'un sujet, alors il travaille totalement et en immersion. Là, il ne peut plus aller à Haïti, encore une fois pour des raisons de danger, mais il y a encore 2 ans, il installait, il montait à l'échelle à faire ses installations. Et d'ailleurs, les tableaux que vous pouvez voir à son exposition témoignent de ce travail.
J'aimerais qu'on matérialise un petit peu cette œuvre. Alors, on ne va pas présenter ici les extases, on viendra les voir l'été 2022. J'aimerais que vous commentiez une œuvre de Ernest Pignon-Ernest qui est ce Pasolini, cette œuvre qui, je crois, s'inspire du Caravage. Pierre-Louis Basse, peut-être vous qui là, avez... c'est une œuvre, là on sort des extases, c'est sans doute l'œuvre actuellement majeure, enfin, qui revient un peu comme un merveilleux refrain dans les expositions. Il était au Palais des Papes à Avignon il y a quelques mois. C'est l'idée de l'homme qui porte son propre corps. Et ça fait aussi référence à Pasolini. Bien sûr, non seulement ça fait référence au massacre de Pasolini, qui a été assassiné sur cette plage de Sti en Italie, mais qui lui-même prévoyait sa propre mort. Ça fait référence à ce que disait Pasolini à la fin de sa vie, dans l'une de ses interviews, en 71 ou 72, disant que, à force de révéler certaines choses, je finirais par porter mon propre corps. Il ne l'exprimait pas comme ça, mais il voyait son propre destin, ce qui a été le cas, puisqu'il a été assassiné. Et donc Ernest a fait ce dessin qui est ce Pasolini qui porte sa propre souffrance. Et ce qu'on voit à travers cette photo, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que le dessin, mais bien l'insertion du dessin dans un mur, dans un paysage. C'est cet ensemble-là qui est l'œuvre de... C'est merveilleux. Où il a été vraiment précurseur. D'ailleurs, ils le disent, les Banksy ou JR le disent, le répètent, que Ernest est vraiment leur maître. C'est que quand JR fait une installation, d'ailleurs elle reste actuellement au large de New York, à Ellis Island, au musée de l'immigration, il y a toujours cette idée de faire remonter à la surface la mémoire d'un lieu, d'un personnage, d'une ville, d'une histoire, d'un fait religieux. Et ça devient une image, d'une certaine manière, même si elle n'est pas incrustée, puisqu'elle est amenée à disparaître. C'est l'idée de la destruction. Parfois, elle ne disparaît pas. Mahmoud Darwish, le poète palestinien, son dessin, son image est resté très longtemps sur les murs de Ramallah. Alors, Christophe Maréchal, pour héberger la préparation de cet événement, vous avez créé ensemble cette association à l'air libre, dont un des objets est de faire respirer à l'unisson des acteurs culturels de Bernay. Christophe Maréchal, vous qui avez enseigné, qui êtes passionné de philosophie, qu'est-ce que vous avez mis de vous dans ce projet associatif, et notamment autour de cette œuvre d'Ernest Pignon-Ernest ? Ce qu'on met de nous, c'est simplement la volonté de partager avec les autres une expérience esthétique et puis une expérience culturelle. C'est aussi simple que ça. C'était un peu médiateur, faire participer à la fois des lycéens, les gens de la ville, les associations de la ville. Il n'y a pas d'ambition personnelle pour l'association. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le média, cette transmission, et montrer que le beau peut être partout. Le beau peut être partout, et aussi qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de centres. Donc, Bernay se prêtait, avec son abbatiale millénaire, elle se prêtait tout à fait cette exposition. On l'a proposée à Ernest Pignon-Ernest qui a accepté. Donc, c'est un peu la magie du lieu qui a parlé. Voilà. Et les gens aussi, les associations qui ont été... on a eu que des contacts bienveillants depuis qu'on est là. Donc, tout le monde a participé, tout le monde a mis la main à la pâte pour que ça fonctionne, et le résultat est là. Alors justement, cette association voulait en faire autre chose que l'entre-soi que parfois on peut décrier dans le monde de la culture. Vous voulez associer les acteurs, les étudiants aux projets qui sont autour de ça. Pierre-Louis Basse, vous pouvez nous expliquer ? Oui, bien sûr. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que j'ai un souvenir avec Ernest Pignon-Ernest de remonter vers Entraigues en Ardèche. Nous allions aux obsèques de Jean Ferrat et on montait cette plaine là de ardéchoise qui vous emmène. On passait par Yonax, jusqu'au pied d'Entraigues sur Bologne, et on se disait mais mon Dieu, toutes ces villes moyennes, elles se ressemblent toutes. Elles sont à la fois toutes perdues, elles sont vides, et elles ont toutes les mêmes ronds-points, les mêmes McDo, les mêmes, pardonnez-moi l'expression, mais c'est terrible. Une défiguration, mais nationale. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, ça commence à devenir un sujet réellement de société. Bon, on ne peut pas y mettre du beau un peu dans ces villes-là. C'est aussi ça notre projet.
C'est bien sûr, c'est partagé avec les autres, mais c'est en effet le beau est partout. Mais enfin, il est partout, mais il est sélectionné parce que il n'est pas accessible à tout le monde. Donc, s'il y a une volonté, c'est bien en effet de montrer que à Bernay aussi, qui souffre de ces mots-là, de cet art-là. Comme toutes les villes moyennes, où systématiquement, faites l'expérience. Vous venez en voiture, vous faites 50 km, rebelote, les mêmes enseignes, rebelote. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Bien, nous, on essaie d'apporter autre chose. Concernant le rôle que on fera ce qu'on peut, on a déjà commencé, en effet, Christophe a raison, on a vraiment voulu s'appuyer sur les associations. Eh bien, ce sera des rencontres avec les lycéens de Fresnel, par exemple. Ce sera notre volonté de faire que des jeunes de Bois-Marc qui font des travaux extraordinaires en formation à la menuiserie viennent aider à l'installation, en tout cas observer l'installation de l'exposition. C'est beaucoup de choses. C'est mettre des études qui nous seront prêtées par Ernest à la galerie dans la rue principale, là où se joue Galerie Alexandre, la rue Follop, la galerie Alexandre. Oui, ce sera en permanence essayer d'associer comme on pourra le tissu de Bernay, le tissu associatif de Bernay. Alors, on voit bien cette volonté et c'est très clair. En préparant cet échange, j'ai regardé dans le dictionnaire ce qu'est une extase. Une extase, dit le dictionnaire, c'est un état mystique privilégié où l'âme s'unit directement à Dieu. Ernest Pignon-Ernest a étudié très longtemps ce sujet pour produire cette œuvre qui est véritablement troublante. Christophe Maréchal, je crois que vous êtes passionné de Hannah Arendt ou de Machiavel. Qu'est-ce que vous inspire ce paradoxe? On revient un petit peu sur le point, mais c'est entre cet artiste engagé, social, et une œuvre qui est totalement mystique. Alors, c'est assez compliqué. Si on prend l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, elle est quand même... Parce que souvent, les gens voient les extases et disent, voilà, ce sont des femmes qui ont une inflammation, qui sont un peu enflammées par des idées mystiques. Pas du tout. Il y a l'extase, mais derrière, il y a une pensée. Les gens pensent toujours que c'est un phénomène de femme, etc. Mais Sainte Thérèse d'Avila, c'est une docteure de l'Église. Elle est intronisée des docteurs de l'Église. C'est un vrai penseur. On dirait aujourd'hui, comme c'était une femme, c'est une mystique. Mais si on était sérieux, on dirait que c'est une philosophe, tout simplement. Et aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années, il y a un parallèle intéressant, parce que bon, le mouvement des femmes fait qu'on réhabilite beaucoup la pensée des femmes dans l'histoire. Et là, plusieurs exégètes, plusieurs philosophes montrent que, comme Jean-Luc Marion, que la pensée de Descartes n'est pas tombée comme un chou blanc, comme une figue dans sa bouche, quoi. Il y avait toute la pensée religieuse qui a précédé Descartes, et le même jusqu'à l'expérience de méditation de Descartes a sa source dans les méditations mystiques. Alors c'est pas la même. Descartes a fait une méditation pour régresser jusqu'à son moi, dire voilà, je doute de tout sauf de mon moi, donc il y a l'ego, alors que Sainte Thérèse d'Avila a fait une régression pour enlever le je jusqu'au je. Elle oublie le moi, il n'y a pas de moi chez elle oublie le je, et elle va pour être en relation avec un tout autre qui est Dieu, qui est Jésus. Elle voulait se marier à Jésus, son époux, comme elle parle. Donc c'est une régression du je, mais dans sa régression, dans son expérience mystique, elle passe par les mêmes étapes que Descartes, quasiment. Les mêmes impressions, c'est pas les mêmes choses. Donc c'est pas très compliqué à expliquer. Hein, non, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur Terre quand même, un petit peu, parce que Christophe, ça est très grand. Ce sont les extases. Oui, ce sont les extases, mais je voudrais quand même revenir sur un peu du terre à terre, parce que Ernest s'est expliqué aussi sur cet aspect-là. Il faut même savoir que très concrètement, quand vous êtes face aux extases, d'ailleurs même la mairesse d'Avignon l'a dit à Ernest, elle dit, vous savez, vous m'avez mis dans un état avec votre travail. Vous voyez, on se met dans un état, nous-mêmes, en les voyant. Pourquoi? Parce que Ernest le dit d'ailleurs, il a quand même travaillé essentiellement sur des femmes, il a pensé à un moment de sa vie travailler sur Saint François d'Assise, ça ne fonctionnait pas, et donc il faut savoir qu'il a travaillé avec des corps réels, notamment une
danseuse, je Monaco, crois, bon, oui. il a toujours travaillé sur des modèles. Donc, qu'est-ce qu'il veut aussi nous dire avec ce bassin d'eau, cet obscurcissement de la lumière, Le reflet, ces feuilles d'aluminium qui virevoltent, enfin qui sont souples, il nous dit beauté, sensualité aux frontières des incarnations. Il y a ça aussi. Il y a un mélange au moment même où il y a le ravissement et la beauté et une forme de sensualité, il y a l'atteinte. Alors, à cette exigence dont parle Christophe, lui il le traduit, Christophe, en philo, moi je le traduis aussi par les corps, comme le fait Ernest, il y a une espèce de désincarnation renforcée par la présence de l'eau, qui donne une beauté, en effet, quelque chose de très étrange. C'est la traduction des extases. Voilà, Cette curiosité, ce trouble, on va le laisser à l'appréciation de tous les visiteurs de cette future exposition. On est au mois de novembre, plusieurs mois nous séparent de cet événement et pourtant vous avez jalonné un certain nombre d'actions. Je crois que Ernest Pignot-Ernest, donc pour ses 80 ans, a demandé quelque chose qui a un lien fort au corps. J'étais étonné, Pierre-Louis Basse. Ah mais non, mais on est obligé avec Ernest. J'ajoute d'ailleurs, mon camarade a validé l'idée, je fais un léger retour en arrière, il y aura un débat, une présentation et des discussions autour de l'œuvre d'Ernest. On pourrait la faire dans un lieu, dans une église. C'est notre rêve. Vous voyez l'idée, oui. C'est vraiment d'être en résonance et de pas. Bon, concernant le match de foot, vous voulez parler du match de foot, c'est ça, oui. Bah oui, Ernest, il nous a dit, répété, Pierre-Louis, montre-moi un match. Bon. Alors, c'est un homme qui montait le Mont Ventoux en vélo jusqu'en 2012-2013. Enfin, ça rigole pas, hein, c'est un sportif. C'est quelqu'un qui est profondément sportif, qui a grandi dans le Vieux-Nice avec un papa qui travaillait aux abattoirs, une mère qui a élevé ses enfants. Lui faisait beaucoup de sport, beaucoup de vélo, beaucoup de foot. Son père a été champion de France de la boule niçoise. C'est pas rien. Et il aime le foot. Et voilà, il nous a demandé ça. On va monter un match, sans doute en faisant intervenir des joueurs du territoire. Vous parliez tout à l'heure de notre volonté de nous installer avec des associations. Ben là, on fera jouer des jeunes gars du territoire, Bernès, Serquigny, on verra, Nassandre, face sans doute aux écrivains, à l'équipe de France des écrivains sportifs, renforcée par Ernest et quelques... Voilà. Donc Ernest va jouer. Ah oui, il va jouer. Mais il veut jouer. Il va jouer. Il jouera peut-être 10 minutes, mais il va jouer. Et moi aussi, je jouerai, et je commenterai le match. Excellent. Là, ça sera un retour, voilà. Ouais, aux sources. Ernest Pignot-Ernest, c'est un artiste de l'éphémère. Mais cette exposition, combien de temps va-t-elle durer ? Bon, on est parti sur, Christophe, près de 3 mois. Enfin bon, après les Journées du patrimoine, elle doit s'arrêter. Voilà, c'est 2 mois et demi, c'est presque 3 mois. Hein. On est sur les dates, là, donc... Ah oui. 2 juillet. Début juillet, et puis jusqu'à septembre. Jusqu'au 18-19 septembre 2022. Parfait. Mais vous savez, il y a des extases qui ont été... il y avait tellement de succès à Saint-Denis et ailleurs qu'on restait un peu. Non mais enfin, en tout cas, c'est le 2 juillet. Christophe Maréchal, Pierre-Louis Basse, on voit que les prochains mois vont être intenses dans cette préparation. Merci pour cet échange. C'est une belle perspective pour l'été 2022. J'aimerais que pour terminer, on commente peut-être cette photo d'Ernest Pignot-Ernest qui est là au travail autour de ses extases comme s'il était dans l'attente de cet été 2022. Bon, je trouve que c'est une très belle photo. On va avec Christophe travailler là sur des affiches qui vont annoncer l'événement, qui reprennent bien d'ailleurs l'explication de Christophe tout à l'heure. Vous voyez bien cet étirement, cette beauté. Enfin, et puis lui, le petit bonhomme, il est tellement extraordinaire. Il est tellement extraordinaire. Il y a son travail en effet. Il y a son travail. Il y a son dessin mais lui. Vous savez, quand vous allez manger un petit sandwich et une bière à Évry, à son atelier, Christophe, l'hiver dernier, et qu'on est entouré de toute cette beauté, où tant d'artistes, de chanteurs rêvent de venir et que lui vous reçoit, comme si... Moi, je trouve que c'est un artiste renaissant, qui nous donne envie littéralement de renaître. C'est l'alliance de la grandeur et de la simplicité. Oui. Ah oui. Je ne sais pas ce qu'en pense Christophe, mais c'est ce qu'on vit à chaque fois quand on va le voir à son atelier. C'est un homme, c'est un petit homme grand. Voilà. C'est un petit homme grand. Merci pour tout ce travail, toute cette préparation et bon courage pour ces mois d'anticipation.
Merci Xavier. Merci à vous. Merci à vous Xavier. Merci beaucoup, ça nous aide et ça nous booste.